Bonjour à tous. Quand je pense que certains sur Internet imaginent que la franc-maçonnerie ne compte que 33 degrés ou grades et que les francs-maçons d'une 33e dirigent la franc-maçonnerie mondiale, voire même le monde. Rien n'est moins vrai, il n'y a qu'à regarder les 95 grades du rite de Memphis-Misraïm, les 81 grades du 5e ordre du rite français ou encore la centaine de grades ou ordres qui s'ouvrent aux francs-maçons anglais. Pour une fois, je vais évoquer les hauts grades. On peut même dire tous les hauts grades. Ou presque, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de Ragon, l'homme aux 1400 grades. Et surtout, restez jusqu'à la fin, je vous dévoilerai qui dirige tout ça et quels sont les 3 grades les plus importants de tous ces 1400. Et bien sûr, pour en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche. Les hauts grades sont un peu tabous dans la franc-maçonnerie française actuelle. En tout cas, dans certaines obédiences. Entre les frères qui vous disent qu'ils ne servent à rien sinon à gonfler l'orgueil de ceux qui les pratiquent, et ceux qui ne veulent pas en parler de peur d'être accusés de faire de l'ingérence en loge bleue, difficile de s'y retrouver. Il n'en est pas ainsi dans toutes les obédiences, comme à l'étranger, notamment en Angleterre, où les différents ordres de haut grade ont tous leur compte Twitter. Et surtout, il n'en était pas ainsi dans la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle. Je vous invite aujourd'hui à un petit voyage dans le temps où l'on croisera notamment le fameux Ragon et ses 1400 grades. La franc-maçonnerie moderne apparaît en France en 1725, soit très peu de temps après l'Angleterre. À cette époque, il n'existe que 2 grades, apprenti entré et compagnon du métier. Dès 1730, se voit populariser le grade de maître. Et c'est à partir de là que tout s'emballe. Dans cette maçonnerie pas toujours structurée, de nombreuses loges vont créer des grades qui s'inspirent généralement d'ésotérisme, de courants hermétiques, d'idéaux chevaleresques, d'aventures templières ou d'autres inspirations mystiques. Nous sommes en plein siècle des Lumières et cette effervescence intellectuelle se reflète dans ces grades qui, pour leur majorité, sont inconnus en Angleterre, mère patrie de la franc-maçonnerie, alors embourbée dans la querelle des anciens et des modernes. Ce développement est tel que dans les années 1760, on commence à y mettre un peu d'ordre en structurant ces différents grades en rites. Un rite, en fait, c'est une compilation de plusieurs grades avec une progression organisée. Ainsi naît le rite de perfection, ancêtre du fameux rite écossais ancien et accepté en 33 grades, le rite écossais philosophique, qui est en fait un rite alchimique, ou encore le régime écossais rectifié et les premiers rites égyptiens. À cette époque, ces hauts grades sont vus comme de véritables trésors, et y entrer va surtout vous coûter de l'argent, parfois l'équivalent de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour un grade. On se souvient de l'affaire Pincemaille qui, en 1764, publie les premiers rituels de haut grade et le scandale qui a ébranlé la franc-maçonnerie de l'époque à cause de ça. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais après Pincemaille, de nombreux autres vont publier les grades et se développe une véritable collectionnite de grades. Une sorte de chasse aux Pokémon à celui qui les attrapera tous. Et à ce jeu, c'est Ragon qui est le professeur Chen et qui publie en 1861 le Pokédex des 1400 grades de l'époque. On y reviendra plus tard. Qu'est-ce qui pousse les maçons de la fin du 18e, début 19e, à cette collectionnite ? Non, ce n'est pas pour être le meilleur dresseur ou se battre dans des arènes, non plus l'envie d'être le meilleur, quoique. Le moteur principal, c'est que de nombreux maçons pensent alors que les rituels voilent des connaissances rares, précieuses et secourables sur la nature de l'homme et ses rapports avec Dieu et l'univers. Dans la moindre variation, le moindre petit grade peut se cacher une information précieuse à qui sait la reconnaître, d'où la nécessité d'en collectionner un maximum. Et cette collectionnite n'a pas un objectif égoïste, car certaines de ces collections donneront lieu à des rites entiers qui sont de véritables conservatoires de grades, comme le rite de Misraïm et ses 90 grades, qui recensent une très grande partie des grades connus de l'époque, parfois même de très rares.
ou encore ce qui deviendra le 5e ordre du rite français, arche où sont conservés 81 grades, notamment ceux de chevaliers du zodiaque qui ont forcément ma préférence. Vous imaginez bien qu'avec de tels volumes de grades, on ne passe pas chaque grade un par un. Sinon, vu l'espérance de vie de l'époque, quasiment personne n'arriverait au bout. Non, en fait, on fait des bons, et les grades intermédiaires sont donnés par communication. Ainsi, en France, comme encore actuellement en Angleterre, le fameux rite écossais ancien et accepté en 33 grades, il n'était pas rare de commencer au 18e. De la même manière, on pouvait être dans plusieurs rites. Les collectionneurs de grades de l'époque ne s'en privaient pas. Aujourd'hui encore, dans certaines obédiences, on peut suivre plusieurs systèmes de haut grade. Je pense notamment au Grand Orient de France. Mais on y croise moins de collectionneurs, tant il faut de temps pour gravir les échelons. Ok, mais comment on passe de rite à une centaine de grades à 1400 grades? Ragon est un collectionneur compulsif. On retrouve de nombreux échanges de courriers, de négociations pour acheter des rituels. Car oui, si l'accès à certains grades se monnaie cher, il est aussi possible de se procurer uniquement les rituels. Cela ne vous confère pas le grade, mais vous permet de l'étudier et de bien le comprendre si vous-même avez les grades nécessaires pour cela. Vous vous en doutez, ce type de collection à fort prix va pousser les spéculateurs à créer de toutes pièces certains grades ou rites. On est bien loin de ce pauvre pince-maille qui vend son petit ouvrage de 13 grades. Un business très florissant se développe ainsi, et on voit certains rites s'adjoindre à vue d'œil de nouveaux grades, sans même parfois de nom, mais juste pour avoir plus de grades à vendre. On dit même que c'est en monnayant ces grades que Casanova s'attira les bonnes grâces et la confiance des cours européennes du XVIIIe. Ok, mais qui dirige qui? Quel rite a le dessus sur l'autre? En fait, ça ne marche pas comme ça. Chaque rite a un grade à son sommet où ceux qui l'ont dirigent l'ensemble du rite. Mais ils n'ont aucune prévalence sur les autres rites. Par contre, ce qui est gênant, c'est dans les loges bleues, c'est-à-dire les loges où on pratique les 3 premiers grades, il n'était pas rare de voir des hauts grades faire de l'ingérence. En fait, chaque loge bleue, justement, est dirigée par ce qu'on appelle un vénérable maître qui est élu, et qui n'est pas forcément très haut dans les grades. Quand un frère de grade supérieur était en loge, il pouvait avoir une autorité supérieure, d'autant plus gênant quand ce n'était qu'un visiteur. Mais au cours du XIXe siècle, au prix d'importantes luttes internes, les hauts grades et les loges bleues sont séparés, avec interdiction aux hauts grades de se prévaloir de leur grade en loge bleue. Cette séparation est la norme dans la plupart des obédiences françaises aujourd'hui. Donc, entre la séparation loge bleue haut grade, la multitude de rites différents et la multitude d'obédiences, rien qu'en France, on est bien loin d'avoir un grade qui dirigerait toute la franc-maçonnerie française. Donc encore plus loin d'avoir un grade qui dirigerait la franc-maçonnerie mondiale. Mais que contient exactement le Pokédex du professeur Chen, le tuileur général de Ragon? Il fait lui-même la liste. 52 rites différents, notamment le rite français en 7 grades, le rite écossais ancien et accepté en 33 grades, le rite d'adoption, un rite organisé pour les femmes en 10 grades, le rite de Misraïm en 90 grades, le rite de Memphis en 92 grades, etc. Mais aussi 34 ordres plus ou moins maçonniques. En fait, à son époque, la franc-maçonnerie a le vent en poupe, donc on appelle maçonnerie même ce qui est d'un autre courant. On dénombre aussi 26 ordres androgynes. Attention au terme androgyne. En fait, à l'époque, cela veut dire que c'est un ordre mixte, alors que les autres sont uniquement masculins. Comme l'indique Ragon, il fait aussi la nomenclature de 75 maçonneries différentes, qui est une classification de types de maçonnerie. Pour reprendre l'analogie des Pokémon, on dirait les types eau, feu, glace, etc. Et à la fin, il liste 1400 grades issus de ces rites et d'autres, dont certains parfois ne sont que des variantes infimes. Vous vous en doutez, cet ouvrage est bien gardé, connu de quelques initiés seulement. Eh bien non, pas du tout. Vous pouvez l'acheter à la Fnac et même le consulter gratuitement sur le site de la BNF. Est-ce qu'il vous sera utile pour percer les secrets de la franc-maçonnerie? Pas vraiment. Si vous avez les grades, oui, car les tuileurs fonctionnent un peu comme des pense-bêtes, mais sinon, vous n'y comprendrez pas grand-chose. Par contre, il vous sera aisé de vérifier par vous-même qu'aucun de ces grades ne fait référence à Satan. Désolé encore pour les complotistes qui nous auraient suivis jusqu'ici.
L'ouvrage de Ragon est, s'il le fallait, la preuve, sans le vouloir, qu'il n'y a pas de pratique satanique chez nous. On me répondra que, bien sûr, Ragon n'a mis dedans que les grades les plus valorisants et en a caché d'autres. Eh bien non. Il a la dent extrêmement dure sur certains grades ou rites, les traitant de faux, d'absurdes ou horribles pour certains. Il aurait été content de trouver un grade qui fait appel à Satan pour le vilipender. Car oui, Ragon, en véritable collectionneur de grades, ne les idolâtre pas, bien au contraire. Ce patient travail de collecte le rend désabusé quand il publie l'ouvrage et critique ouvertement les spéculateurs qui sont les auteurs et les diffuseurs de ces grades. Ils ne valent pas plus que les 3 premiers grades qui sont l'essence même de la franc-maçonnerie. Et que tous ces délires nourrissent les écrits antimaçonniques. Et il espère d'ailleurs qu'avant la fin de son siècle, tout cela s'arrête. Il ne croit pas si bien dire, puisqu'à la fin de son siècle, justement, Léo Taxil s'en nourrira et en rajoutera pour écrire ses écrits antimaçonniques. Et l'antimaçonnisme actuel s'en nourrit encore en y ajoutant quelques délires au passage. Je vous invite à lire les 2 pages de résumé à la fin de l'ouvrage de Ragon pour comprendre son état d'esprit. Bien que je pense personnellement que l'étude des hauts grades soit utile et intéressante, sans pour autant qu'ils doivent primer sur les 3 premiers grades, je vous laisse avec les derniers mots de Ragon dans l'ouvrage. Renonçons donc à toutes ces innovations schismatiques, hiérarchiques, à toutes ces superfétations hétérogènes, sectogènes. Laissons de côté tous ces titres pompeux et ridicules, tous ces cordons, hochets honteux de la vanité, et revenons de bonne foi aux utiles effets de l'initiation maçonnique et à sa simplicité primitive. Dans elle seule se trouve l'union, l'instruction et la force. Puisse le siècle ne pas s'écouler avant que notre vœu soit accompli. Cette quête de collectionneur et bien d'autres thèmes, vous pourrez les retrouver dans l'ouvrage des curiosités maçonniques de Pierre Mollier, dont je me suis servi pour illustrer une partie de cette vidéo. Et pour en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, abonnez-vous et cliquez sur la cloche.